Prof d'art plastique, d'art appliqué, au lycée professionnel, au lycée des métiers, excusez-moi. Vous êtes là avec 3 élèves survivants de fin d'année du projet qui a été mené avec Jean-François Noble. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de l'histoire du projet, s'il vous plaît ? L'histoire, elle est vraiment simple. Il y a une tradition de participer à la Biennale d'art éphémère. Et comme cette année, on avait déjà Jean-François de prévu en résidence avec un projet, avec une classe d'électrotech. Il manquait bien un artiste, évidemment, pour l'éphémère. On a pensé, après avoir visité son atelier et connaître ses œuvres, qu'il était vraiment très pertinent qu'il reste avec nous. Et donc, il a accepté avec toute sa grande générosité qui le caractérise. D'accord. Et il a proposé quoi comme travail à ses élèves ? Donc, au début, la réflexion est partie pour faire un grand saumon qui aurait égaré toute la clôture du barrage. Mais une structure qui serait assez complexe, donc il a fallu remodeler les choses. Et après, c'était aussi une belle structure ascenseur des poissons avec des saumons. Voilà. Et donc, toutes ces choses-là ont été bien réalisées avec les élèves et Jean-François, plus la recherche des animaux typiques de la Dordogne. Donc, chaque élève, dans son esprit aussi de goût d'animal, a choisi par deux. Donc, il y a un père et une mère de ces animaux qui ont été fabriqués. D'accord. Et alors, les garçons, vous avez choisi, vous allez me redire quels animaux vous avez choisis et ce que vous avez fait à partir de ces animaux. Toi ? Moi, j'ai choisi le renard. Le renard. Le brocard. Le brocard, c'est le chevreuil, je l'ai appris, mais je le savais. La bécasse. La bécasse. Et alors, qui est-ce qui va parler pour les trois pour dire ce que vous avez fait ? Alors, on a commencé par dessiner les animaux sur papier. Pour se donner une idée de comment ça allait être et tout ça. Et après, on l'a dessiné sur ordinateur. Et comme ça, on a pu sortir grâce à un plasma. Un plasma, c'est quoi ? Oui. Alors, un plasma, c'est une machine qui découpe la tôle. Il peut en avoir des manuels comme des automatiques. Et nous, on en a un à l'atelier. Donc, on a pu ressortir grâce à l'ordinateur les dessins qu'on a faits. Et on a pu ressortir en gros les animaux qu'on a dessinés. Et vous les avez sortis après en métal ? En métal. Directement sur des feuilles de métal, on a pu découper nos animaux. D'accord. Et on va les voir là, ici, aujourd'hui ? Oui, ils sont là. Ils sont là. Et vous allez les installer où ?
On va les installer au barrage de Tuyères sur des plots en pierre et sur une structure, sur un pylône avec plein d'autres œuvres dessus. Voilà. Eh ben, j'espère qu'on va pouvoir voir ça avant d'être obligé de partir. Et voilà l'artiste qui arrive. Salut Jean-François. Oui, et toi? Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Christine. Je ne sais pas depuis combien de temps on se connaît, mais je préfère... tu as été mon premier collègue d'art plastique sympa. Et je n'irai jamais. Mais ça a été une belle époque, puisque si j'ai bonne mémoire, ça devait être Neuvic. Non, La Force. Oui, La Force, pardon. Et tu avais fait une expo de mes œuvres au CDI? Exactement, et il y avait un petit salopard qui avait écrit des horreurs sur une de tes œuvres. Ouais, ouais, très bien, oui. Il a fallu la restaurer. Et je l'ai acheté et je suis très contente de l'avoir toujours dans le bureau à la maison. Ouais, c'est une œuvre qui fait date, là. Un peu, c'est préhistorique. Parce que ça, oui, mais ça fait, enfin, l'œuvre, si j'ai bonne mémoire, elle doit dater de 82. Et j'ai commencé l'enseignement en 79, donc c'était mes débuts d'enseignement. Et c'est vrai que je n'ai jamais arrêté de peindre. Donc cette série-là, j'y tiens beaucoup. Eh ben, tu sais où le trouver si jamais un jour tu la reveux. Oui, ben, il se peut qu'un jour ça soit à nouveau exposé dans un, je sais pas, j'espère, dans un musée. Parce que c'est vrai qu'il y a des œuvres qui comptent, certaines années comptent, même si l'œuvre c'est un ensemble. Mais tu as des années qui comptent beaucoup. Et ça, je me souviens, j'avais fait maintes palettes. Et ce dont je me souviens très bien, c'est que c'était mes débuts dans l'enseignement. Et que j'ai vendu beaucoup d'œuvres à mes collègues. Donc, c'est pas mal, d'habitude on dit qu'ils sont radins. Ben non, là, et ce qui m'avait beaucoup fait plaisir, c'est que les collègues dont tu fais partie, c'était... parce qu'il ne faut pas oublier que les années 80, je ne vais pas dire que c'est le début de l'art contemporain, mais un peu quand même. Hein. Et faut se souvenir que le CAPC va exister dans ces années-là, que Jean-Louis Froment ouvre la Galerie du Fleuve bien avant, et la Galerie du Fleuve, c'est sûrement une des premières galeries d'art contemporain en France. Donc on n'y pense pas, on l'oublie. Et les premiers grands artistes européens ont exposé Galerie du Fleuve, Folon. Il y avait ces petits personnages à la télé, et il y avait aussi ces personnages Galerie du Fleuve à Bordeaux. Et donc c'est une période très importante. Très importante, mais c'est un peu loin de ce que tu fais ici aujourd'hui dans le cadre des éphémères avec les élèves du lycée des métiers. Tu peux un peu nous raconter l'histoire de ce projet? C'est une grande aventure en réalité. Ça va commencer en 2016. Et il faut savoir qu'il y a un site national qui s'appelle DDA, Documents d'artistes Aquitaine. Et il y a, en Aquitaine, donc il y a un site. Et la personne qui s'en occupe, c'est Élodie Goux. Et elle m'a téléphoné en me disant « Écoute Jean-François, j'ai un projet avec Rosario et les élèves. Est-ce que ça t'intéresserait d'intervenir en tant qu'artiste? Ils viendraient chez toi visiter l'atelier. » Bon. Évidemment, moi je suis à la retraite de prof depuis le mois d'août, donc je me dis septembre je retourne au lycée, c'est parfait. Non, mais j'ai accepté parce que j'aime beaucoup travailler avec les gamins, donc là c'était l'opportunité. Et puis après près de plus de 35 ans de carrière d'enseignant, c'était génial quand même. Et donc c'est greffé dessus, parce qu'Annie Wolf, quand elle a su que j'allais intervenir, elle me dit, mais voilà, elle me dit, mais tu sais, tu pourrais travailler avec Olivier et tu exposerais à éphémère et comme ça tu pourrais réaliser une œuvre avec les élèves de chaudronnerie. Et donc j'ai dit, c'est génial, donc j'ai cumulé. J'ai cumulé. Une fois la retraite, si tu veux, j'ai été prof, enseignant et artiste, enfin tout en même temps. Et c'était génial puisque je suis intervenu dans la classe de Rosario et je suis intervenu dans la classe d'Olivier. Et Olivier, je le connaissais beaucoup, mais je n'avais jamais travaillé dans l'atelier et je trouve que c'est génial. Et s'il fallait recommencer, je le ferais dès demain.
Eh ben, écoute, c'est super et je crois que les élèves en bénéficient vraiment beaucoup. Non, mais les élèves, enfin, ça leur montre il y en a autre 3, chose. mais Oui, il y a le ils ont été hyper volontaires. Vraiment, je leur ai demandé là, des travaux. Ils l'ont fait, mais vraiment toujours de bonne humeur. Vraiment super, super. Là, il y en a 3 aujourd'hui. Bon, ils auraient pu rester chez eux, hein, mais comme les autres. comme certains. Mais là, bon, ils ont construit ça. On l'a installé au lycée, à l'atelier. Puis là, bon, mais ils vont le réinstaller. Je pense que c'est l'aboutissement aussi de. Alors, il faut savoir, c'est l'aboutissement d'un an de travail. Hein. Il y a énormément de travail. Je ne pensais pas qu'ils pourraient faire tout ça, parce qu'il n'y a pas que ça. Oui. Il y a les cours, il y a les exercices que donne mon collègue. Et moi, je suis assez bluffé, quoi. Voilà, si on peut utiliser ce terme dans le domaine de l'art. Nous aussi. Et en ce qui concerne donc le projet plus précisément, c'est un beau projet parce que j'ai été amené à rencontrer beaucoup de gens. Et ça a toujours été comme ça dans mon travail. Enfin, tu le connais un peu, mon travail. Moi, je suis bien quand il y a du monde autour de moi, parce que seul, je n'existe pas. Un artiste seul, ça n'existe pas. Et il faut qu'il y ait des spectateurs, il faut qu'il y ait des gens autour. Et là, vous verrez, enfin, tu ne vas pas tout voir aujourd'hui, mais tout le travail qui a été fait au niveau de l'image. Donc, jusqu'à présent, c'était Bernard Dupuis, mon photographe. Bon, malheureusement, il a disparu. Donc là, c'est Michel Loiseau, qui est un génie de l'image. Et donc, il faut savoir s'entourer. Et j'ai toujours eu beaucoup de chance, parce que j'ai toujours rencontré les meilleurs. Et on pourra le voir quand on va regarder les bâches et les autres images. Et donc c'est parti de l'association Migado, de la rencontre avec Isabelle Co, qui en fait essaie de protéger le saumon. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que EDF, bon, c'est un gros truc, quoi, hein, c'est une grande aventure. Et ils ont essayé de faire une échelle à poissons pour que les saumons remontent dans la Dordogne. Et tu sais que je m'intéresse à la préhistoire depuis mon travail existe là, quand j'ai pris conscience de la préhistoire, et les années 76, 75 même. Et je me souvenais de ce saumon gravé à l'Orthé, magnifique, à 1,02 m, qu'on a essayé d'emporter, hein, puisque au début du XXe siècle, il n'y avait pas la recherche archéologique comme aujourd'hui. Là, c'est très structuré. Bon, à l'époque, ils s'en fichaient un peu, et il y a un Allemand qui a failli nous le piquer. Alors déjà que j'ai fait un travail sur les Vénus de la Roche de Birol à la Linde, et il y a un bloc au musée de Chicago, parce que c'est pareil, c'était au début. Ouais, c'est un Américain qui l'a piqué. Donc Rockefeller a acheté les cloisters et a fabriqué les cloisters. C'est pas très beau, je ne sais pas si tu connais, mais c'est pas remarquable. Enfin, s'il avait demandé le conseil à Noble, on l'aurait pas fait comme ça. Et donc on a vu chez Migado, donc c'est une association qui s'intéresse au saumon, bien évidemment, et qui protège cette espèce-là. Et j'ai été assez fasciné parce qu'on a photographié un saumon bécard, c'est un saumon un peu âgé, avec le bec magnifique, et qui mesurait 1,08 m. Alors entre celui de l'Orthé qui mesure 1,02 m et le nôtre, que nous allons voir sur les bâches, qui mesure 1,08 m, c'était, tu vois... Et alors j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire du saumon. Et... J'ai rencontré je ne vais pas dire une balade irlandaise, mais quelque chose de fabuleux. C'est-à-dire que dans la nuit des temps, si tu veux, il y a une fontaine de jouvence, et auprès de cette fontaine, tu as un coudrier, un noisetier. Alors déjà, ce bois est extraordinaire, parce que tu sais que tu prends une branche de coudrier, de noisetier, et tu vas trouver l'eau. Ouais. Enfin, il faut savoir, mais il faut être initié. Et déjà, ça a commencé à me plaire. Et alors, ce coudrier, bien évidemment, donne des noisettes. Et ces noisettes tombaient dans la fontaine. Le coudrier donne des noisettes. Le noisetier. C'est un autre nom. Oui, mais c'est, on va dire, non commun et non scientifique. Et donc, si tu veux, donc, les noisettes tombent dans l'eau, et les saumons qui mangent les noisettes obtiennent une grande sagesse. Et celui qui mange le saumon devient un initié. Et alors, moi, je me suis dit, c'est extraordinaire, parce que cette histoire-là, elle est fabuleuse. Donc, le saumon bécard de Migado, il a bouffé des noisettes. Donc, vous le verrez sur les bâches.
Et si tu veux, moi, je me suis dit, et l'Irlande, tu sais, quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts, je jouais dans un orchestre. Et donc, les années 70, imagine, les plus grands groupes, nous, on badait, quoi, Hendrix. Et j'ai vu 2 fois Rory Gallagher. Et je me suis dit, nom de Dieu, mais Rory Gallagher a bouffé le saumon. Et donc, il y a quelque temps de ça, j'avais acheté à mon fils aîné, qui joue très bien à la guitare. J'avais été chez Paulin et je lui dis, dis donc Philippe, je sais que tu as une Rory Gallagher, montre-la moi. Alors, le custom shop de Fender est allé voir le frère de Rory Gallagher et ils lui ont dit, est-ce que vous pouvez nous prêter la guitare de Rory Gallagher? On va faire une copie. Alors il faut savoir que Rory Gallagher buvait beaucoup de bière, mangeait beaucoup de saumon qui avait bouffé des noisettes, mais ça vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Et que donc, si tu veux, cette guitare, il s'en fichait, enfin il s'en fichait pas parce qu'il jouait magnifiquement, mais elle était un peu abîmée. Et si tu veux, la peau de la guitare, si tu veux, à un certain moment, avait une histoire fabuleuse. Tu vois, c'est-à-dire que normalement, les musiciens font hyper attention à leur instrument. Et c'est devenu, si tu veux, cette guitare est devenue un élément qui, moi, tout de suite m'a intéressé. Parce que mon fils m'avait dit, écoute papa, je l'ai essayé chez Paulin, elle est fabuleuse. Et donc, je dis à Philippe, fais voir ta guitare là. Alors il me dit, tiens, regarde. Eh ben, j'ai dit, tu sais pas, tu la mets de côté, c'est pour Numa. Il me dit, ok, alors il dit à son fils, tu la mets de côté, c'est pour Numa, allez hop. Et donc j'ai acheté la guitare Rory Gallagher en me disant, un jour tu feras quelque chose avec ça. Voilà, donc tu vois, l'histoire, elle se boucle là en ce moment. Et donc vous verrez des images où je tiens la guitare Rory Gallagher. Alors tout ça, si tu veux, c'est l'histoire, mais c'est l'histoire des gens, tu vois. C'est ça qui me plaît. C'est-à-dire que, tu sais, Jérôme Bosch, tous ces peintres hallucinants, quand tu regardes une œuvre, moi je vois en Allemagne, tu rentres dans un musée, mais tu ressors, tu es complètement fou. Parce que tu vois, mais il y a des scènes, tu vois, alors les mecs, ils s'engueulent. Alors t'en as en bas, ils se tapent dessus, mais tu sais pas si ceux qui se tapent dessus, tu sais pas s'ils connaissent les autres, mais tu imagines des choses. Et ça, cette histoire-là, si tu veux, c'est fabuleux. Et donc dans mon travail, bon, j'ai pas de prétention, donc moi, c'est pas un problème, hein, donc je suis pas gêné aux entournures. Mais j'aime ça. J'aime, si tu veux, que dans une œuvre, c'est une œuvre, c'est ça. Il faut que les gens y trouvent leur compte à un moment ou à un autre. Voilà. Je pense que comme ça, tu transmets vraiment aux gamins avec qui tu bosses, quoi. Ben, Tu dois leur raconter aussi des histoires. bah oui, je leur parle en patois. Et normalement, il devrait y avoir une bande sonore. Parce que si tu veux, là, il y a Émilien qui joue divinement de la batterie, de la guitare. Bref, je sais pas, tu lui donnes une casserole, il joue de la casserole. Tu vois, et son frère joue de tout, lui, tous les deux. Donc, quand j'ai fait l'Expo à Dôme, on a fait une première bande musicale. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est l'art. Bon, je vais pas dire art total, parce que tu sais, total, totalitaire, tout ça, on ne sait jamais. On va dire non, on va le coffrer, lui, vas-y, nous. Tu vois, révolution, anarchiste, enfin, tu vois, tout. Donc, méfiance. Donc, un art un peu... Mais je ne suis pas le premier, tu vois, Mario Merz essayait de voler tout, réunir la sculpture, la peinture, voilà. Et donc, si tu veux, c'est très proche tout ça. Mais quand même... Il y a une grande partie des élèves que nous avons cette année, on était au collège et même les parents ont été des élèves de Jean-François. Et ça, c'est épatant. Ça nous rajeunit pas. C'était Vous venez de moi, monsieur Noble je dis, attends, oui, mais c'est-à-dire... toujours Mais je jeune, vous ai eu en 1900, combien vous dites 79. Non, mais bon, il y c'est... a l'esprit jeune. Ça va, Olivier? Oui. Tout va bien? On va peut-être te laisser pour que tu les aides à installer. Oui, parce que sinon, après, ils vont m'engueuler. Parce Et que parce on qu'ici, te tout le monde m'engueule, moi. reverra au vernissage à Montbazillac. Ouais, c'est gentil. Ouais. Allez, Avec plaisir. travaillez bien et bravo pour tout. Tu veux être maître et dominateur de la Non, pas du nature, tout, bordel? pas du tout. Si tu veux, c'est comme une signature en réalité. Il faut savoir que la main, alors c'est une histoire extraordinaire la main. Parce que si tu veux, non, c'est plus compliqué que ça. Breuil dit, en parlant de l'homme préhistorique, il dit « Sa main souillée d'ocre de suie se posa sur la muraille lisse et l'homme la vit. » Et moi, je la vis. D'accord, avec Je la l'ai voir vu. et la vivre. Et donc quand il a enlevé sa main, il a vu la trace que sa main avait laissée. Mais ce qui est fabuleux, c'est qu'il y a très peu de mains en positif. Ça s'appelle une main en positif. Oui, bien sûr. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 3 ou 4 dans l'art contemporain. Il n'a fait que des mains en négatif. Ouais. Et donc,
Moi, j'ai essayé de travailler parce que j'ai été en contact avec les scientifiques, tu vois. J'ai participé des fois aux journées scientifiques. Ils me disaient, mais monsieur Noble, vous êtes peintre, comment vous feriez une main, vous? Je dis, mais c'est pas compliqué, j'ai essayé. Et donc, j'ai peint dans le cingle de Trémola. Il y a un film, tu vas sur le. Mais Christina doit le savoir, sur le site de l'INA, et tu tapes l'agripeinture. Et tu me verras peindre dans une grotte dans le cingle de Trémola. Et donc, tu prends de la terre avec un peu d'eau. Tu souffles. Ici, tu vois, devant les dents. Et en réalité, tu pulvérises. C'est-à-dire, tu mets la lèvre supérieure sur la lèvre inférieure. Mais c'est d'une précision. Et quand j'ai découvert ça, j'ai dit, mais ça, c'est bon, il n'y a pas besoin d'aller, tu vois. Alors, les théories avec l'os, tu vois, l'os est vidé, il bouffait la moelle. Déjà, il bouffait la moelle, tu vois. Après, non. Tu mets un peu de terre avec un peu d'eau. D'abord, c'est pas dangereux, la terre. Enfin, maintenant, peut-être un peu. Ici, il y a de la... Exactly. Hear people talking a bit ruder. Yeah, that's the